Docteur Daniel Guggenheim, bonjour Boker Tov. Bonjour. Alors on s'excuse d'emblée pour ne pas vous avoir accueilli la semaine dernière. Il y avait un problème technique. Vous étiez là, vous fidèle au poste, mais il nous manquait le troisième maillon, c'est-à-dire le maillon de la technique qui n'était pas là. Et on n'a pas pu faire notre émission la semaine dernière, mais ce n'est que partie remise puisque nous sommes là aujourd'hui. Et c'est pour parler, à une semaine après les élections, justement, des retombées économiques, on va dire économiques et sociales, de ces élections législatives, en sachant, il faut bien avouer qu'on a l'air de se diriger vers un gouvernement qui ressemblera en moins en partie à celui qui est le gouvernement sortant, avec peut-être et probablement un ministre des Finances qui restera le même ministre des Finances, qui a fait quelques dépenses, dites-moi si je me trompe, un petit peu hasardeuses au cours des derniers mois, peut-être une petite politique électorale pour essayer de se faire mousser. Je parle de Moshe Kahlon. Et là, on peut dire que les données ne sont pas dans le vert. On est plutôt dans une période de difficulté avec un déficit qui a considérablement augmenté. Alors, ma première question, en supposant que Moshe Kahlon sera au début du mois de juin le ministre des Finances, comment Moshe Kahlon du mois de juin va-t-il réparer les erreurs commises par Moshe Kahlon du mois de mars ? Oui, bonjour. Vous avez bien résumé la situation économique devant laquelle nous nous trouvons à une semaine après les élections. D'ailleurs, peut-être c'est bien qu'on a attendu une semaine, que le brouillard s'est un peu dissipé, parce que certains ont dit qu'ils ont gagné, et puis ils avaient perdu, on ne savait pas exactement. Et donc, vous êtes le deuxième à faire la remarque ce matin, parce qu'il y en a qui ont dit qu'ils ont gagné, ils n'avaient pas gagné, ils ont annoncé leur victoire trop prématurément. Voilà. Maintenant, vous avez décrit une situation politique que moi, chacun, c'est pas d'abord la façon dont, le sujet dont je suis chargé, mais c'est pas sûr encore qu'en juin, soit Kahlon qui soit ministre des Finances. C'est l'hypothèse qui est donnée dans les milieux financiers et dans la presse. Faudra voir aussi, c'est très important exactement. Vous avez posé le premier problème du déficit. Ce qui se passe de très étonnant. Semaine. Dites-moi d'abord si je me trompe. L'année dernière, il y avait un surplus. Est-ce que l'année dernière, les indices étaient au beau fixe au niveau du déficit ? Il n'y avait pas de déficit ou le déficit existait mais il était moins important ? C'est exactement ça. Il existait, on n'en a pas beaucoup parlé. Okay. Israël, dans les 10 dernières années, s'était engagé, et l'a fait, à réduire son déficit budgétaire. Oui. Et juste l'année dernière, pour plusieurs raisons, parce que vous avez parlé des dépenses, un politique fiscale beaucoup plus distributif qu'avant, qui voulait relancer la marché économique, et beaucoup de choses ont fait qu'il y a vraiment eu ces derniers mois-là un déficit de 3,5%, on parle même de 4%, ce qui est énorme par rapport à ce qui se passait les dernières années. Maintenant, la première question qui se pose, et ce que je vois, après les élections, une semaine après, il se passe des choses très étonnantes. D'abord, le shekel a été hier au sommet, il a une panier de devises. Vous parlez de déficit. Maintenant, Israël a un panier de devises. Je sais que l'euro est en chute. L'euro, le shekel est d'après ce que j'ai vu, depuis un maximum, un record historique face à ce panier de mesures, pas seulement de devises, pas seulement l'euro, le dollar, tous les monnaies importantes. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? D'abord, ça veut dire que apparemment, l'hypothèse est que la politique économique va, ils ont apparemment peut-être les milieux financiers internationaux ont confiance en Netanyahou de toute façon, et au fait qu'Israël va continuer d'abord à exporter sa technologie. On a vu ce qui s'est passé avec la Lune, et aussi peut-être à avoir une politique économique qui sera quand même correcte par rapport à ce qui se passe dans l'ensemble du monde. C'est une première chose qui se passe. Mais c'est un problème, je dis toujours, parce que si le shekel est tellement fort, c'est que ça posera un problème du déficit commercial. Si vous parlez d'un euro à peu près 4 shekels, quand il était à 4,30 il n'y a pas longtemps, c'est extrêmement difficile. Et le dollar est revenu 3,55, 3,56,
très très faible. Et donc ça peut poser un problème pour Israël à terme de déficit commercial. C'est un problème. C'est bon pour les touristes qui partent à l'étranger, mais ça, c'est mauvais pour les exportateurs. Voilà, pour les Français qui vont aller en Pessah, les francophones, nos auditeurs qui vont aller à Paris ou en France. Ou en Crète. En Crète, ça sera très très bien pour eux. Mais c'est un problème du déficit commercial que vous avez, c'est un problème que je voudrais souligner et je ne sais pas comment ils le résoudront. Il y a eu une rumeur, et ce qui m'étonnerait que la Banque d'Israël dirait qu'elle va augmenter son taux d'intérêt. Elle ne l'a pas fait là maintenant, le nouveau directeur de la Banque d'Israël, et je ne pense pas qu'elle le fasse. Ça, c'est une chose qui s'est passée. Une deuxième chose, encore, je voudrais parler au plan financier qui s'est passé hier, et c'est une très très bonne nouvelle, toujours la veille comme de nous. Israël, le marché obligataire d'Israël a été accepté pour la première fois, c'est dans 6 mois, mais a été officiellement accepté dans le marché obligataire du monde entier. Il y a ce qu'on appelle le FTCE, c'est les marchés obligataires du monde entier, et vous savez, il y a les investisseurs internationaux se réagissent un peu en France, en Europe, en Chine, etc. Et Israël, parce qu'il est devenu un très grand marché, point de vue obligataire à la bourse, va faire partie de ce marché pour 0,1%. Et alors, il s'est passé hier, à cause de cette anticipation, une énorme augmentation des cours sur les obligations d'État et autres, comme il n'y a pas eu des mois. Et donc, c'est intéressant. Alors, à ce niveau-là. Alors, essayez de me clarifier les choses. Est-ce que, à quel genre de politique on peut s'attendre dans le nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahou? C'est le changement dans la continuité, c'est le même, on aura quasiment le même type de politique économique, ou alors on doit s'attendre à des modifications. Il y a le fameux programme de Moshe Kahlon, le Mechir Mishtaken, concernant la baisse des appartements. Là aussi, on pensait que ça avait fait baisser le prix des appartements. Et puis hier, c'est bien tombé pour lui parce que c'est tout de suite après les élections. On a appris que finalement, les prix des appartements continuent à augmenter. Donc, vers où on va là au niveau économique? C'est la question $1 million que vous posez exactement, les problèmes qui sont. Point de vue du logement, je l'ai dit ici dans plusieurs chroniques, les professionnels du bâtiment étaient contre toute cette histoire de Mechir Mishtaken et avaient dit à Kahlon, tu vas arriver à une catastrophe, il y aura moins de construction et finalement tu n'auras pas la baisse. Il faut aider le marché, il faut laisser ils voulaient autrement donner aux entrepreneurs des moyens pour pouvoir au contraire augmenter la construction. La construction des immeubles baisse énorme et c'est un problème à terme. J'entendais hier que le nombre de Atralot Unia, c'est-à-dire de début de construction d'unités de logement en 2018 était semblable à celui des années 80. Oui, et c'est un problème. Alors qu'à l'époque, il y avait 5 millions d'habitants, aujourd'hui, il y en a 9. Je pense que il me semble, même si vous savez que Kahlon a baissé, il n'a plus de députés, il a 4. Et je pense même que s'il sera ministre des Finances... C'est peut-être pour ça. Dites-moi si je me trompe, c'est peut-être pour ça. Une partie, finalement, tout le monde n'a pas suivi sa politique bien sûr, économique. N'a pas été... Il y a eu une critique. Et donc, je ne suis pas sûr... Vous parlez changement dans la continuité. Peut-être on pourra lui imposer des choses qu'à l'époque, Netanyahou ne voulait pas lui imposer, point de vue du bâtiment. Parce et donc, que là, il est moins fort au niveau politique. Au niveau politique. C'est lié à ce que vous venez de... Et donc, c'est important. Il y a un autre problème énorme que je voulais parler, c'est le problème de la santé, c'est ce qu'on appelle Margaret Abrioud. Oui. C'est vrai que l'État a donné plus de budget. Là, paradoxalement, les orthodoxes sont plus solides et peut-être que Benjamin Netanyahou peut être tenté de répondre aux sollicitations de Yaakov Litzman, qui devrait rester lui aussi ministre de la Santé, même s'il est vice-ministre, il a les fonctions de ministre. Justement, les partis orthodoxes, qui sont beaucoup pour le social, ont montré qu'il y a à part les problèmes religieux, 2 problèmes qu'ils vont noter, c'est la santé et le logement, où ils vont demander des investissements importants, et il y a des chances, d'après ce qu'on voit, qu'une partie de leurs appels sera plus entendue qu'avant. Et donc, c'est possible qu'il y ait une inflexion de cette politique-là. Maintenant, il y a le problème du déficit que vous avez posé au début, je voulais le dire. J'espère qu'ils ne le font pas par une augmentation de l'impôt direct. Parce que déjà, j'ai parlé de ça, les Israéliens sont très pressurés. Et au maximum, ce que les milieux financiers disent, c'est une petite augmentation de la TVA. Et donc, c'est beaucoup plus indolore. Et sinon, c'est à mon avis, s'ils y vont, mais
encore une fois, je pense d'ailleurs, beaucoup disent, Israël peut vivre avec le déficit qu'il a, toutes les dépenses qu'on fait avec. Alors, dans la série des changements possibles avec ce nouveau gouvernement, il semble que le ministre des Transports sortant, Israël Katz, soit nommé ministre des Affaires étrangères. Donc il laisserait ce poste vacant. Est-ce qu'il laisse un système de transport, de réseau ferroviaire, de réseau de routes, etc., beaucoup plus performant qu'avant parce que je vous pose la question, parce que là, on est en pleine crise des chemins de fer israéliens. Il y a de quoi s'arracher les cheveux, hein, il faut bien avouer. On a attendu des années cette fameuse ligne de chemin de fer entre Jérusalem et Tel Aviv. Lorsqu'elle a commencé à être prise, c'est avéré qu'il n'y avait pas assez de locomotives, pas assez de wagons, que le système électrifié était un système nouveau. Énormément de problèmes d'un côté, et puis d'un autre côté, on a le sentiment que quelque part, il y a eu des développements au niveau des infrastructures routières. Où on en est d'après vous à ce niveau-là? Oui, c'est pas simplement pour le train, on en a parlé souvent dans notre chronique quand j'arrivais en retard, qu'il y avait un problème de transport public même à l'intérieur des villes, et que il faudrait développer, et ça se fait à Jérusalem, le tramway, ce qu'on appelle la Rakevet Akala, et il y a on parle de métro, on parle de choses comme ça dans la région de Tel Aviv. Ce sont des projets que dans les 4-5 ans vont avoir lieu, sinon Israël ne pourra pas bouger à l'intérieur. On en a parlé de ça. Je pense que ce que vous avez résumé, exactement le point où on en est, c'est ni blanc ni noir. Il y a des choses qui ont été faites, Israël a du retard au niveau des transports publics. Il y a eu des rapports nationaux et internationaux qui l'ont dit. Il y a même la Cour des comptes, Mokar Amdina, a fait un rapport très dur à ce sujet-là pour justement permettre après de faire des meilleures choses. Parfois, ça paraît toujours stupéfiant. On parle d'un côté, on est dans un pays de start-up nation où on est capable de créer des technologies ultra modernes. Hein. Je pense à Mobileye qui nous présente la voiture du futur sans conducteur, avec des senseurs, et d'un autre côté, on a du mal à faire une simple ligne de chemin de fer électrique. Comment c'est possible? Et on va sur la Lune aussi, presque. Oui, on va sur la Lune aussi, oui. Presque, en s'écrasant, mais enfin, on essaie en tout cas. Alors, comment expliquer ça? Comment expliquer ce paradoxe? C'est exactement... Vous avez raison, il n'y a pas vraiment de réponse. Il y a des problèmes. Je pense aussi, ou de la corruption. Je vous ai dit souvent, le ministère des Finances impose des fois qu'on prenne telle personne ou tel autre point de vue des fournisseurs, parce qu'ils vont surtout au point de vue de ce qui est le moins cher. Ouais. Et des fois, ce qui est le moins cher, et c'est ça, ce qui s'est passé surtout dans la région de Jérusalem-Tel Aviv, c'était une compagnie espagnole qui a fait ça avec des Chinois, et ça n'a pas été une compagnie espagnole avec des Chinois. Oui, il y a eu les deux. Et ça a fait qu'ils ont pris apparemment une des moins bonnes du monde entier, et ça a fait ce problème-là. Je pense que c'est ça la réponse à votre question qui est justifiée. Bon, alors, pour résumer, en perspective économique du gouvernement, il faut quand même redresser la barre. Oui, c'est-à-dire... Pour éviter des catastrophes dans l'avenir, mais c'est-à-dire pour l'instant on n'y est pas, mais il faut faire attention. Je pense les différents points ont été analysés ici, c'est d'essayer d'améliorer les points que vous avez cités. Eh bien, merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, pour vos précisions concernant donc ces perspectives économiques et sociales du nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahou. Oui. Je voudrais juste souhaiter à tous mes auditeurs Chag Pesach Kasher V'Sameach, comme on a l'habitude de dire, et de dire que mercredi Chol HaMoed, on ne sera pas là. Je ne serai pas là en tout cas. Oui, nous non plus. Et donc, dans 2 semaines à mes auditeurs. Voilà, merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim.